67% des étudiants en médecine ne recommandent pas leur formation. Pourquoi choisir médecine alors? Quand tu es adulte, on dit aux enfants, si vous savez c'est quoi la vie adulte, vous ne deviendrez pas adulte. Eux, ils n'en ont rien à faire, ils veulent devenir des adultes. Je vois. Chaque fois que je dis que je suis étudiante en médecine, on me dit, waouh, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu faire ça. Vous n'avez pas de vie sociale? Oui et non. Il n'y a pas que des fils de médecins, de ministres qui font médecine. Il y a des profils divers et variés. C'est vrai que la plupart, c'est eux, mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on m'a déjà fait des remarques dans le sens où je ne devrais pas me sentir à ma place? Oui. Et j'en ai tout le temps. On va penser que je suis aide-soignante, infirmière. En fait, on peut me donner tous les rôles, sauf le rôle d'étudiant en médecine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des jeunes de la diaspora. Une fois n'est pas coutume, je vous ai ramené une pépite, justement, pour parler du sujet d'aujourd'hui, la médecine. Bonjour Angèle. Bonjour Ralph. Ça va? Ça va et toi? On se rappelle qu'on t'a déjà vu dans une autre vidéo sur la réorientation, sur 2 vidéos même d'ailleurs. Oui. La réorientation, tu nous as un petit peu parlé de pourquoi avoir fait médecine succinctement. Je voulais un peu faire un focus sur toi aujourd'hui parce que non seulement pour les auditeurs de cette chaîne, en fait la médecine c'est quelque chose que, il y a beaucoup de profils ingénieurs ici. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé également de couvrir d'autres métiers, d'où le fait de venir vers toi. Est-ce que tu peux te présenter du coup à nos auditeurs? Ok, je m'appelle Angèle, j'ai 23 ans, je suis étudiante en 6e année de médecine et j'ai choisi de venir sur ce plateau aujourd'hui pour vous parler qu'on parle des études de médecine, pour inspirer quelqu'un qui passerait par là et qui se pose des questions sur la médecine, comment faire des études de médecine en France et voilà. Ok Angèle, selon une étude de santé mentale, 67% des étudiants en médecine ne recommandent pas leur formation. Pourquoi choisir médecine alors, dans ce cas? Alors, ceux qui choisissent médecine, ce ne sont pas les étudiants en médecine parce qu'ils choisissent quand ils n'y sont pas encore. Donc, en fait, tu fais le choix de vie, tu sais juste que c'est quelque chose qui te plaît et tu y vas. Donc, tu n'as pas encore la réalité. C'est un peu comme si, quand tu es adulte, on dit aux enfants, si vous savez c'est quoi la vie adulte, vous ne deviendrez pas adulte. Eux, ils n'en ont rien à faire, ils veulent devenir des adultes. Je vois. Tu vois ce que je veux dire. Mais la réalité des études de médecine, c'est que c'est des études qui sont très prenantes et ça, c'est l'étude la plus récente sur la santé mentale des étudiants, disponible sur le site de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Pareil, c'est des mêmes statistiques qui remontent une 60aine de syndromes dépressifs chez les étudiants en médecine, avec 20% de troubles anxieux / épisodes vraiment dépressifs et 21% d'idées suicidaires. Mais je pense que c'est expliqué parce que c'est des études qui sont très prenantes et qui sont pas assez valorisées finalement. Et qui sont pas assez valorisées, la médecine? Valorisées dans le secteur fermé qu'est la... Quand je dis valoriser, dans le secteur fermé qu'est la médecine, et quand je vous parlais de valoriser, je parlais de financièrement. Par exemple, en France, quelqu'un qui est à le niveau... un étudiant stagiaire qui a le niveau master a une rémunération qui lui permet de vivre, clairement, et qui lui permet d'être un peu indépendant, même si ce n'est pas le luxe. Mais donne les chiffres, non. Un alternant. Oui. Il a 4,35 € de l'heure, par exemple. Alors qu'en médecine, on commence l'externat en 4e année. On a une rémunération de 2 € et quelques de l'heure. Alors, on ne passe pas énormément de temps à l'hôpital. Sur la 4e année, il faut étudier sur les référentiels de chaque matière et il y a des stages. Quand on est en stage en matinée, donc c'est là qu'on commence à être rémunéré. Avant, la rémunération d'un étudiant en médecine, c'était 100 € par mois. À partir de la 4e année. Donc, chaque année, ça augmente un peu plus. Aujourd'hui, avec les réformes et les études sur la précarité rencontrées par les étudiants en médecine en France, a fait en sorte que ce soit revalorisé. Non seulement cette rémunération, juste c'est pour survivre, mais en fait à côté, les études sont tellement prenantes que c'est difficile de faire un job à côté pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc, quand tu viens des catégories socioprofessionnelles élitistes, élevées, où tes parents... aisé, tu es assez aisé, c'est une question que beaucoup ne se posent pas. Oui, mais les parents financent tout simplement. Mais parmi la cohorte d'étudiants en médecine, il y a des gens qui ne peuvent pas compter tout le temps sur leurs parents. Il y a des difficultés qui peuvent arriver dans la vie et à ce moment-là, donc c'est un moment un peu crucial où tu as besoin d'indépendance et c'est un peu difficile. Je pense que c'est surtout ce côté-là que j'ai dit, c'est pas assez valorisé. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de la valeur dedans, c'est des études qui sont nobles. C'est des études qui, à chaque fois que je dis que je suis étudiante en médecine, on me dit « Waouh, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu faire ça. » J'aurais pas pu faire ça. Je me dis, je pense que si, mais
c'est beau à voir, mais dans la réalité, je pense que c'est beaucoup plus sur le côté financier. Côté études. Et aussi le travail et l'implication que ça donne. Là, c'est côté études, parce qu'après, comme on l'a dit, après... Oui, et ensuite, et aussi, les gens vont dire qu'on se plaint, mais après, ça va mieux. Et aussi, dans d'autres pays, les étudiants en médecine ne sont pas rémunérés. Donc, c'est en France qu'on commence à être rémunéré en 4e année. Mais n'empêche que les études, enfin les enquêtes qui ont été faites parlent d'elles-mêmes. C'est pas des gens qui ont inventé des syndromes dépressifs, c'est réel. C'est réel. Non, et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que les étudiants en médecine ne recommandent pas leurs études. Leurs études. Alors, la réalité des études de médecine. En moyenne, 58 heures par semaine de travail avec des pics à plus de 79 heures par semaine pour 10% des étudiants en médecine selon l'ISNI. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, parce que on peut avoir des grosses... En fait, la charge de travail, par exemple, je vais parler de l'externat. Parce que l'externat, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est dans ma faculté, l'externat est organisé en trimestre. L'externat, c'est le stage, c'est ça? L'externat, c'est le 2e cycle des années de médecine. C'est la 4e, 3e et 6e, la 4e, 5e et 6e année de médecine. Pourquoi on appelle ça externat? Pourquoi on appelle ça externat? Parce que on est juste en stage à l'hôpital et ensuite on va en cours. Ok. C'est un peu comme l'alternance pour les moldus qui nous écoutent. Ouais, c'est un peu comme l'alternance. Et donc c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'on commence à être à l'hôpital. Okay. Donc on commence à avoir un vrai rôle à l'hôpital. Donc on remplit les dossiers des patients, on va voir les patients et tout. On commence à avoir un vrai rôle à l'hôpital. Durant cet externat-là, dans ma faculté par exemple, c'est divisé en trimestres. Un trimestre, on a 5 matières à apprendre. Et c'est des collèges, c'est des livres... J'estime, mais en fait, c'est des livres qui sont assez balèzes. Il y a beaucoup de cours à assimiler. Donc, en 3 mois, il faut assurer à l'hôpital les stages. Il faut aller en stage. Il faut aller en cours. Beaucoup ne vont pas en cours parce qu'ils préfèrent aller travailler après. Et je comprends. Et donc, pour pouvoir finir le programme à temps, ça demande de grosses journées de travail. Vraiment, ça demande de s'asseoir, de lire, de saisir. Parce qu'il ne faut pas que lire, parce que c'est pas uniquement en lisant qu'on retient. Il faut s'entraîner aussi. Donc, c'est des grosses journées c'est vraiment des grosses journées de travail. Encore une fois, on prépare un concours où mieux tu es classé, déjà en première année, il faut être classé pour passer. Et à la fin de l'externat, mieux tu es classé, mieux tu as le choix. Ton rang, c'est national. Oui, c'est national. Ouais, le premier national, c'est un démon. Il voit ça, il dit, mais j'ai combien d'étudiants à peu près? Alors, cette année, au concours de l'internat, parce qu'il y a 2 parties maintenant, il y a l'écrit qui est déjà passé et il y a l'oral en mai. Donc, cette année, on était à peu près 9600 à le passer. Bon, Angèle, donne-nous une anecdote joyeuse et une anecdote un peu plus triste sur ton métier, des études de médecine. Que j'ai pu. Une anecdote. Je commence par laquelle? Allez, on va faire la triste, comme ça, après on va finir en beauté. Ok. Une anecdote que je trouve c'est un cas que j'avais rencontré lors de mes stages en réanimation. En gros, c'était une patiente qui, elle arrive dans le coma, elle est vraiment dans un sale état. Donc, c'est les pompiers qui l'ont trouvée, elle a été agressée. Donc vraiment, elle était amochée et on se doute qu'il y a eu des sévices sexuels sur la personne. Et donc, on a dû l'endormir généralement, on endort les patients pour qu'ils économisent un peu leurs réserves, pour qu'ils reviennent à eux-mêmes. Et donc, généralement, dans ces cas-là, il faut faire... il y a tout un protocole de prélèvement pour pouvoir retrouver l'agresseur, de traitement, par exemple... post-exposition pour le VIH-Sida. Et cette patiente-là, en fait, il faut le consentement du patient. Et donc, elle arrive dans le service, bien évidemment, on la prend en charge et tout, et on se pose la question, ce sont les chefs, et les médecins du service se posent la question, est-ce qu'il faudrait la réveiller parce que ces trucs-là pour avoir son consentement. Sauf que quand elle se réveille, elle est vraiment pas dans son état. Et elle est confuse. Et généralement, quand la patiente est confuse et qu'elle n'est pas vraiment dans son état de prendre une décision, et c'est une patiente qui n'était pas accompagnée, donc on savait pas à qui est-ce qu'on pouvait demander de prendre la responsabilité de tout ce qu'on allait faire. Et du coup, c'est une personne qui ne pouvait pas consentir, sauf que le temps passait. Et donc, c'est le traitement post-exposition pour le VIH. On a 48 ou 72 heures pour le faire, 48 heures. Et donc, les 48 heures étaient passées. Et finalement, elle n'a pas pu avoir ce traitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais j'ai trouvé que déjà, par le cas en lui-même, c'était assez triste. Et le fait que quand elle se soit réveillée, elle n'était pas forcément consentante pour tout ce qu'il fallait suivre.
Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais. Après, des anecdotes, des patients avec des histoires un peu tristes comme ça, il y en a. Franchement, c'est le quotidien et c'est dans ça qu'il faut quand même avoir une certaine posture et savoir relativiser dans ce métier. Très demandant sur le plan émotionnel. Voilà, bon, tu nous as mis sur une note un peu plus larmoyante. Est-ce que tu peux nous remonter un peu le moral? Une anecdote que je trouve joyeuse. Après, ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. Je pense que dans ma sensibilité, j'ai trouvé que c'était très, très mignon. C'était en gynécologie, donc pendant mon stage. C'est un couple qui arrive. Et la dame, elle avait des difficultés pour concevoir. Et donc, je me souviens, elle arrive aux urgences. Elle était passée par un parcours de PMA. Et la PMA, c'est quoi? C'est la procréation médicalement assistée. Ok. Donc, il y a plusieurs techniques de procréation médicalement assistée. Et donc, elle était avec son conjoint. Et je pose les questions. Et en fait, le conjoint répond. Et en fait, il répond comme si c'était lui. Il dit, on a pris le médicament bien quand il fallait. On prend tel médicament. En fait, j'ai trouvé ça très... Lui, il était impliqué. J'ai trouvé ça... Sois impliqué, les gars. En fait, il parlait vraiment à la première, la première personne. C'était une personne et j'ai trouvé ça très beau. Et comme je disais, autant il y a des histoires tristes, autant il y a vraiment des histoires... Il y a des petits moments de bonheur à l'hôpital. Oui, et c'est vraiment... je trouve que c'est l'endroit où tu vois, en fait, les familles. Tu vois vraiment l'amour entre les familles parce qu'il n'y a plus de tel problème et tout. C'est juste la personne est malade et je suis là pour la personne. Et des histoires comme ça aussi, on en rencontre beaucoup. Et c'est comme... Il y a des histoires tristes, il y a ces histoires qui sont joyeuses là, qui se disent que, OK, on fait un truc qui apporte du bonheur aux gens. Et on voit l'amour entre les personnes à l'hôpital. Ça, c'est bien. Ça serait bien de voir ça au quotidien. Oui, franchement, oui. Ok. Angèle, en tant que femme noire dans la médecine, un secteur très élitiste, on le sait déjà, est-ce que tu t'es déjà sentie pas à ta place, tu t'es déjà sentie seule? J'ai une stat pour appuyer un petit peu ma question. À l'Université de Montréal, par exemple, nous sommes à 1,7% de femmes noires admises en médecine. Est-ce qu'en France, on est dans les mêmes ordres? Pour toi, comment tu le ressens? Je me suis toujours sentie à ma place dans le sens où je savais que c'est ce que j'allais faire et je suis à l'aise. Je suis à l'aise d'apprendre. Je suis vraiment à l'aise d'être à l'hôpital. Et est-ce qu'on m'a déjà fait des remarques dans le sens où je ne devrais pas me sentir à ma place? Oui. Et j'en ai tout le temps. Tout le temps, même pas de par tes pairs? De par plutôt les patients. En gros, dans chacun de mes stages, il n'y a pas un stage, il n'y a pas un seul stage où on peut me donner tous les rôles, sauf le rôle d'étudiant en médecine. Vraiment, on va penser que je suis l'aide-soignante, l'infirmière. C'est vrai qu'il bat le sol. Non, mais en fait, c'est quelque chose que les filles, mes collègues, femmes blanches ont le même problème. On les prend pour des infirmières. Et je pense qu'il y a le fait d'être femme. Et le fait d'être femme noire, ça contribue plus au fait que on ne pense pas que je suis étudiante en médecine. D'ailleurs, petite anecdote, mon dernier stage, je sors du poste de soins infirmier parce que j'étais allée chercher quelque chose. Et il y a un patient qui passe dans le couloir. C'était le premier jour dans le service. Et il me dit, ça va, je vous connais pas. Et tout. Oui, je dis, on se connaît pas, on s'est pas encore vu. Il me dit, vous avez fait combien de prises de sang aujourd'hui? Je lui dis, non, j'en ai pas fait, mais je peux apprendre. Les prises de sang, c'est un geste infirmier. Les médecins doivent savoir le faire, mais c'est au quotidien, c'est un geste infirmier. Donc, j'avais un stéthoscope en main. Il me dit, ça, c'est pour les docteurs. J'ai dit, oui, bah, je suis... J'ai dit, je suis bébé docteur. Et il a dit, ah, ok. Et après, avec les collègues, on s'est mis à rire parce que c'est très fréquent. C'est très, très, très fréquent. Mais toi, tu le vis comment, en fait, quand tu as... Est-ce que tu le vois comme un acteur racialisé, raciste? Non, c'est des clichés. C'est pas raciste, mais c'est des clichés qui sont vraiment profondément ancrés dans la mentalité des gens. Et c'est pas que les Blancs, hein. C'est pas que les Noirs, tu veux dire? C'est pas que les Blancs qui me font... Ah, c'est pas même les Noirs... Oui. Ce ne sont pas que les Blancs qui me disent qui ne me voient pas, qui ne pensent pas de prime abord que je suis une étudiante en médecine. À l'hôpital. Après, à l'hôpital, il y a beaucoup de personnel soignant et un patient
quand un patient entre à l'hôpital, il va voir beaucoup de personnes passer devant. Parce que il faut que les infirmiers fassent l'entrée, il faut que nous, les étudiants en médecine, on fasse l'entrée, l'interne passe derrière pour le voir, le chef de clinique passe derrière pour le voir. Donc, il rencontre beaucoup de personnes. Donc, il y a aussi ça qui va créer un peu la confusion. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se présenter. Qui est qui, mais... Il y a ça, et je pense qu'il y a aussi le cliché de... C'est profondément ancré. Des fois, il y a plusieurs fois, je me suis présentée, j'ai dit, je suis Angèle, je suis l'étudiante en médecine. Et quand je reviens derrière voir avec le chef, il dit, tout à l'heure, l'infirmière m'a dit ça. Ouais. ouais, vraiment. Ok, vraiment. Okay. Ouais, c'est particulier. Ouais. Donc, mais ça moi, je me sens à ma place. Vraiment, je me sens à ma place. Maintenant, est-ce que je me sens seule? Oui, parce que j'aurais été très fière d'avoir d'autres femmes des noires. Copines. Et voilà, parce qu'il y a des histoires, enfin, on a des trucs qui sont particuliers à nous, tu vois, qu'on rencontre dans la médecine, mais ça, s'il y avait ça, ça aurait été le sel et le poivre ça aurait été voilà. le must-have, quoi. Voilà. Ouais, je vois. Ok, Angèle, je vais commencer avec quelques clichés. On va répondre par oui ou par non pour essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière les études de médecine. Les meilleures soirées, c'est chez vous, les médecins? Comparé à qui? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas très soirée médecine, mais de ce que j'ai entendu, on y va quand même dans les soirées. Les meilleurs pour reconstruire le corps et les meilleurs pour le détruire également. Ouais. Le classement au concours, c'est Hunger Games. Totalement d'accord. On a un concours au début de formation, donc en première année, ex-première année commune aux études de santé, donc la première année de formation à la santé pour continuer en médecine ou en pharmacie. La prépa médecine. Est régie par le concours. Donc on entre en première année, on fait un concours et donc c'est le classement qui te dit est-ce que tu continues tes études de médecine ou pas. Et à la fin de la formation en 6e année, il y a encore le concours pour se classer et pour aspirer à la spécialité et aussi à sa ville de formation. C'est-à-dire que les placements, c'est vraiment... Donc, si j'échoue en 6e année, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'échoue pas en 6e année. Tu seras juste... En fait, c'est juste pour te classer, c'est ça? Oui, avant, parce que la réforme a changé. Avant, généralement, il fallait juste classer. Mais maintenant, il y a des connaissances qu'il faut valider avec un certain nombre de moyennes. Il y a des connaissances ils ont dit de connaissances de rang A. Pour connaissances de rang A, il faut avoir 14 sur 20 de moyenne pour pouvoir faire l'internat de médecine. Et avant, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas, mais s'il n'y a pas les 14 de moyenne, il y a un rattrapage. Voilà, pour le classement, ils gardent le classement du premier concours et les rattrapages, c'est juste pour valider. Mais sinon, il y a toujours cette notion de classement qui détermine en fait où tu vas. Ok. Vous n'avez pas de vie sociale? C'est quelque chose... Oui et non, mais c'est vrai que ça a un gros impact sur la vie sociale. Parce que à un moment donné, il faut vraiment être à fond dedans. Par exemple, le concours, que ce soit le concours de première année ou de 6e année, il faut se donner du temps et être à fond dedans. Et il y a beaucoup de choses qui vont passer, notamment sur la vie sociale. Il y a beaucoup de privations qu'on va se faire en tant qu'étudiant en médecine parce qu'il y a ce but-là à atteindre. Donc ça a un gros impact sur la vie sociale, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie sociale. Et encore une fois, ça dépend des profils. Il y a des personnes qui restent assez organisées, se dire, ok, moi ce temps-là, je prends ce temps-là pour moi, je prends ce temps-là pour mes amis, pour ma famille. Et, ça n'empêche pas qu'il y a des moments où on se sent un peu submergé et on se dit, ok, là, je vais voir mes amis, je vais voir ma famille, mais si je n'ai par exemple pas assuré sur le plan académique, je ne pourrais pas profiter. Vous êtes plein aux as en sortie d'école? On a un style de vie, on a un niveau de vie correct. Correct, par rapport à la moyenne de la population française. C'est vrai que... une fois qu'on a fini notre formation et qu'on travaille déjà, et en fonction de la pratique aussi, si on est en pratique clinique ou si on est en libéral, c'est des salaires qui sont quand même au-dessus de la moyenne des Français. Mais c'est mérité. Oui, totalement. Oui, c'est mérité. Tu as le droit de le dire. Totalement. Allez travailler. Et d'ailleurs, ces études ne sont réservées qu'aux élites. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas que des fils de médecins, de ministres qui font médecine. Il y a des profils divers et variés. C'est vrai que on va retrouver des gens
de haute société, de haute catégorie socio-professionnelle en médecine. La plupart, c'est eux. Mais c'est parce que je pense que c'est surtout sur l'aspect financier, parce que c'est plus facile pour eux de se projeter dans de longues études sans avoir trop d'impact sur leur vie de tous les jours. C'est pas, je veux vite faire une formation, trouver un métier et travailler, mais ça n'empêche pas que d'autres personnes qui n'ont pas cette facilité-là d'aspirer à ces études, parce que le critère on nous évalue sur notre intellect, sur notre capacité à travailler, à répondre aux questions, et on te demande pas ton père ou d'où tu viens. Les médecins sont très condescendants. C'est faux. Pourquoi on a cette image dans les séries, c'est comme ça qu'on vous représente? Vous connaissez tout. On connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas tout. Au contraire, plus tu apprends, plus tu deviens humble. Et la médecine, et les étudiants, je pense que tous les étudiants en médecine seraient d'accord avec moi que les études de médecine te rendent très très humble, parce que vu les connaissances qu'il faut acquérir, qu'il faut maîtriser pour être performant, pour être un bon personnel soignant, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. Je pense que ça nous rend très humbles, parce qu'on se rend compte à quel point la connaissance est infinie. Il y a des gens qui se spécialisent, qui se surspécialisent. On rencontre des gens très très pointilleux dans leur façon d'approcher la médecine. Et c'est quelque chose qui rend très humble. Des médecins condescendants, il y en a. Je pense que c'est comme dans tous les domaines, il y a des gens qui ne sont pas très humains. Je pense qu'il y a des gens condescendants partout, mais la plupart ne le sont pas. Non seulement parce que déjà on y va dans ce métier-là un peu par humanité, c'est aussi cette humanité-là qu'on recherche dans toutes les professionnels de la santé. Je pense que c'est un peu encadré parce qu'on est formé à ça. On est formé à la relation médecin-patient. Il y a des cours d'éthique, de sciences humaines et sociales. Donc, c'est pas que des chiffres. Ah non, pas du tout. On vous forme aussi à l'aspect. Et même la première année, les sciences humaines et sociales, c'est une matière qui fait recaler beaucoup de gens en première année, parce que... Tu n'es pas assez humain. Ouais. En fait, même si... Tu ne peux pas soigner. Donc, je pense que même si quelqu'un peut avoir des tendances à avoir un manque d'humanité, je pense que la formation peut rattraper ça. Et aussi, le terrain aussi peut rattraper ça. Ok, je vois. J'ai appris des trucs. Et je vais donc te faire apprendre un truc. C'est un truc que je suis tombé dessus en faisant mes recherches pour préparer cette vidéo. En fait, il faut savoir que le père de la médecine, tel qu'on le conçoit aujourd'hui en soi, ce n'est pas... Vous prêtez serment vous prêtez le serment d'Hippocrate, oui. Mais en réalité, c'est Imhotep, un négro africain, qui avait inspiré Hippocrate dans ses recherches. Dans la façon de conceptualiser la médecine, il y a plusieurs milliers d'années avant le grec Hippocrate. Donc ça, c'est une stat que je mettrai en description de la vidéo. Peut-être que tu étais au courant. Je l'ai lu en préparation de cette vidéo, et j'ai trouvé l'article que tu m'as partagé, c'est une revue panafricaniste. Donc je me dis, je pense qu'il y a d'autres sources aussi. J'ai regardé un petit peu, j'ai demandé à ChatGPT, et vraiment quand tu poses la question qui est le père de la médecine, on te dit Hippocrate. Et donc quand on dit qu'en est-il d'Imhotep, et on dit oui, en fait parce que Hippocrate, c'est 300-200 avant Jésus-Christ, et Imhotep, c'est vraiment 2000 ans avant. Et en fait, aujourd'hui, Hippocrate est la personne... on prête le serment d'Hippocrate, et il est considéré comme l'un des pères de la médecine, parce qu'après, il y a Claude Bernard, Pasteur, qui arrive après, avec plusieurs pères de la médecine européenne, occidentale en tout cas. Parce que quand on dit médecine, le père de la médecine moderne, il faut bien le dire, le père de la médecine, c'est vraiment le moment où on se dit peut-être les maladies qu'on subit, ce n'est pas seulement la malédiction, ce n'est pas expliqué par des trucs surnaturels, c'est peut-être le corps, et c'est à ce moment... La médecine moderne commence où on se dit, ok, on va regarder la personne, regarder la clinique, et essayer d'expliquer ça de façon beaucoup plus scientifique et apporter des solutions beaucoup plus scientifiques. Et en fait, Hippocrate est celui qui est représenté parce qu'il y a beaucoup plus de documents. En fait, il y a des traces écrites. C'est ça qui diffère, parce que Imhotep a vécu plusieurs milliers d'années avant. Et en fait, on connaît... il y a le papyrus de Smith, j'ai oublié le nom. Et en fait, il y a ce papyrus-là qui est l'un des... qui parle en long et en large des travaux d'Imhotep. Mais par exemple, Hippocrate, il y a énormément de papiers qui montrent ses travaux, son raisonnement clinique, son approche thérapeutique de la médecine moderne. Et aujourd'hui, il est considéré comme le père de la médecine. Et quand je lisais l'article, en fait, il disait que... et à juste titre, en fait, que
pour revenir un peu aux sources, parce que c'était une revue panafricaine, je tiens bien à préciser le lien de l'article, c'est que les Occidentaux prêtent serment d'Hippocrate, ok. Peut-être en Afrique, on devrait penser à prêter serment dans le même cadre, tu vois. Prêter serment. Parce qu'ils en ont fait un héros culturel. Donc, voilà. Nous aussi, on doit avoir notre héros culturel dans ce sens-là. Voilà, peut-être penser à prêter serment. Mais c'est une information que j'ai découverte justement en préparant cette vidéo et qui, ça m'a fait le plaisir d'apprendre ça en préparant cette vidéo. Je suis contente de t'avoir fait apprendre quelque chose. En tout cas, merci beaucoup, Angèle, pour avoir accepté de parler sur Au-delà des frontières. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très intéressant. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous si vous voulez voir Angèle réapparaître. En tout cas, elle est très éloquente, vous avez pu le voir. Elle a pris un peu de son temps. Elle s'est bagarrée pour sortir de l'hôpital. Elle s'est enfuie. Et elle est avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et c'est un plaisir. Et je reviens avec plaisir. Si vous avez des questions dans l'espace commentaire, je suis ouverte. Posez vos questions. Je reviendrai si vous demandez une deuxième vidéo avec plaisir. Ok, ça marche. Merci et bonne journée. Bonne journée. Salut.